Un épisode, ça représente environ 25 heures de travail. Alors, si vous avez aimé celui-ci, je vous invite à le liker, le commenter, le partager, et puis à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi soutenir financièrement mon travail sur patreon.com/miosmipanda. Le petit groupe se tenait là, contemplant le cœur du Malar en suspension devant eux. Eux, qui croyaient que leur quête serait ardue, faisaient face à l'un des objets de celle-ci, quelques mois seulement après leur rencontre avec Almac. Situé au plein centre de la grande pièce, le cristal flottait au-dessus d'un promontoire cylindrique en pierre, légèrement évasé à sa base. Quelques marches circulaires permettaient d'y accéder. Le sol parfaitement lisse ne laissait apparaître aucune marque de jointure, bien qu'il fût fait d'une matière minérale. La faible lueur rosée qui émanait du cœur et des pièces d'armure éclairait les murs, parés de nombreuses étagères contenant des livres et divers objets. Dans la salle régnait une certaine chaleur, sans doute transmise par les plaques de zinc qui recouvraient la verrière et captaient la chaleur des soleils. Les particules de poussière qui flottaient dans l'air trahissaient toutefois la présence d'interstices, dessinant de fins filets de lumière. « C'est incroyable !» prononça Kérit à mi-voix, subjugué par la lueur du cristal et les filets de lumière qui ornaient le sol. « Mais comment est-ce possible ?» ajouta Calixte, autant surpris que ses trois amis. Cora courait de façon erratique tout autour du cœur, certainement surexcité par l'énergie qui envahissait l'espace. « Du calme, ma belle, du calme », lui adressa Valène sans trop y croire. Ordre que la Fenril ignora totalement en continuant sa course. Derrière les anciens prospecteurs, Auguste fit son apparition. Il s'avança au niveau de Valène et prit la parole, le regard fixé vers l'objet de leur mission. « Voilà 400 ans que cette noble institution a été fondée, et ceci est la raison de son existence. Jusqu'à aujourd'hui, nous ignorions de quoi il s'agissait, bien que l'hypothèse d'un cœur de Malar fût déjà évoquée. »« Grand-père, comment est-il arrivé ici ?» demanda Valène en fronçant les sourcils. En effet, Clothar était le Malar de Chomar et non de Telarilde. Chomar était le nom des eaux entourant une partie des îles Jinao, l'immense archipel situé à 1500 km à l'est d'Orim. Il y a de cela 4 siècles, un marchand arcadéen qui revenait de l'Empire djinéen fit face à une immense créature fantomatique. Tout du moins c'est ce qu'il rapporta à l'archimanazis de l'observatoire une fois rentré. D'après le récit de son histoire, cette apparition le terrorisa tant que ses cheveux blanchirent sur le chemin du retour. Toujours est-il que ce bon vieux Rématas Drogo dépêcha une expédition pour en savoir plus. Attends, tu parles de l'archimanazis de l'observatoire, on parle bien du même ? Il aurait plus de 2 siècles ? S'exclama Valène les yeux écarquillés. Oui, mais c'est une autre histoire. Où en étais-je ? Ah oui. L'expédition rencontra aucune apparition, mais aperçut une lueur dans le fond de mer et récupéra ce que vous avez alors sous les yeux. « Les Jinao ont pas trop gueulé ?» demanda Talnar. « À l'époque, le Mopé était un doux rêve et la nation d'Archéa, la future Norgal, craignait que l'archipel ne développe des armes manasiques. Les archimanazis d'Archéa avaient alors toute liberté pour entreprendre des recherches. L'expédition a donc fait preuve d'une grande prudence pour ne pas se faire attraper. Je ne savais même pas que les Jinao s'étaient frités avec Norgal, répondit Talnar intéressé par le sujet. Bref, comme les manazis ne savaient pas de quoi il s'agissait, décision a été prise de l'amener ici afin de l'étudier sans mettre en danger les habitants. Cette île, qui n'abritait alors qu'un phare, fut progressivement aménagée pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Bien que nos recherches sur le cristal soient au point mort, il est la raison d'être de cette université. Je croyais pourtant que c'était l'université manasique d'Arcadéa qui était à l'origine de la nôtre, le coupa Valène. Tout à fait. Afin d'avoir les moyens suffisants, Archéa passa un accord avec Arcadéa. Les recherches de notre université profiteraient alors aux 2 pays. Voilà l'histoire dans les grandes lignes. Valène resta silencieux un moment, regardant le cœur avec un air sombre.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu devrais être content. L'interpella Kérit qui ne comprenait pas pourquoi son ami affichait une telle expression. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je peux le sentir, répondit-il en gardant ses yeux rivés sur le centre de la pièce. L'hôte d'Almac entreprit alors de s'avancer vers le chœur. Kérit fut aussitôt pris d'inquiétude et l'arrêta net. « Hé, tu fais quoi là? T'as pas assez d'un malard ?» l'invectiva-t-il. « T'inquiète pas, je vais seulement sonder Clothar. Il ne résonne pas comme il devrait et je dois savoir pourquoi. » Il s'approcha de l'artefact et posa sa main sur le cœur froid en fermant les yeux, ce qui fit briller l'objet un peu plus fort. « Bonjour mon frère, » murmura Valène en souriant. Il a bien dit mon frère, là ?» demanda Talnar sans attendre de réponse. Kérit s'inquiétait de voir Valène utiliser aussi souvent les pouvoirs d'Almac. Si on en croyait les avertissements de ce dernier, il se devait au contraire d'en faire l'économie et d'être extrêmement prudent. L'illusionniste craignait alors que cela ne finisse par lui échapper et qu'il ne parvienne plus à contrôler quoi que ce soit. Personne n'était en mesure de prédire les conséquences, pas même le premier intéressé, du moins pour le moment. Valène rouvrit les yeux puis prit la parole. Son arme. Il lui manque son arme. Ses camarades et son grand-père le regardaient d'un air circonspect, ne comprenant pas où il voulait en venir. Valène expliqua alors que l'équipement d'un malard faisait partie intégrante de ce dernier. Si l'esprit du malard reposait dans le cristal, les différentes pièces d'armes et d'armure contenaient une partie de son énergie et faisaient partie intégrante de lui. « Ah oui, je me souviens !» surenchérit Talnar. « Quand t'as fusionné, l'armure d'Almac s'est transformée en lumière avant d'entrer en toi. Mais lui, il n'avait pas d'arme pourtant. » Ça dépend des malards. Chacun a son propre équipement, et certains sont armés. Voilà probablement pourquoi Clothar ne s'est jamais montré depuis qu'il est ici. Sans la pièce manquante, il est incomplet. Il ne peut apparaître, encore moins fusionner. Clothar ayant été découvert en mer, je suppose que son arme a dû être éloignée par les courants et que les manazis de l'époque sont passés à côté. « Et ça t'est venu comme ça ?» l'interpella Calixte. Valène fit mine de ne pas entendre la question et se tourna vers son aïeul. « Grand-père, aide-nous à retrouver son arme s'il te plaît. Est-ce que tu peux organiser une expédition ?» « Non mais tu te rends compte de ce que tu demandes ?» l'apostropha son ami d'enfance. « Ah bon, moi ça a le mérite d'être clair ?» le railla Talnar. Auguste lui-même fut surpris par cette façon de demander qui ne ressemblait pas à son petit-fils. Il ne savait pas si cela venait de ses années dans le désert, du stress ou de sa fusion. Cela étant, il lui expliqua que c'était possible, mais à la seule condition qu'il soit en mesure de le justifier auprès du conseil des archimanazis de l'université. En effet, ses recherches étaient au point mort depuis des années, et l'attention des manazis s'était depuis longtemps portée sur d'autres projets. Soudainement, Poe apparut dans son tourbillon noir qui commençait à devenir familier aux compagnons. « Monsieur ?» dit-il en regardant l'archimanazis. « Je crains fort que des miliciens ne soient dans nos murs. »« Comment ? Les gardes les ont laissés rentrer ?» s'emporta l'archimanazis. L'université de la Nueva disposait d'un statut particulier. Bien que faisant partie intégrante de Norgal, elle était considérée comme un territoire autonome et disposait de ses propres lois. Les forces de l'ordre norgaléennes ne pouvaient pas y entrer comme bon leur semble, et encore moins la milice de Dartan, qui dépendait d'Arcadea. Apparemment, il semblerait qu'il dispose d'un laissez-passer signé de la main même du Grafas d'Acadia, monsieur. Le Grafas était l'équivalent d'un comte. Membre de la noblesse elfique, il était en charge de l'administration d'un territoire. « Cela va beaucoup trop loin », ajouta le vieil homme avec circonspection. « Les enfants, il vous faut fuir. Les dartanistes ne sortiront pas d'ici sans vous, et j'aimerais éviter que votre affrontement ne blesse des manazis. »« Et vous, monsieur, vous ne risquez rien ?» s'inquiéta Kérit en avançant vers lui. « Oh, ne vous inquiétez pas, je trouverai bien une excuse. Avec ma position, ils ne pourront rien contre moi, » répondit-il avec un sourire espiègle. « Poe, ramène les affaires de nos invités ici, s'il te plaît. Ils les ont laissés dans la salle du conseil. » Poe ne se le fit pas dire deux fois, et comprenant l'urgence de la situation,
se dématérialisa sans dire un mot. « Je ne peux pas utiliser la force du Malar ici », déclara Valen. « Il y a tellement de manasis sur cette île que ça pourrait littéralement provoquer une explosion. Et surtout, tu dois arrêter de t'en servir aussi souvent !» le sermonna Kérit sévèrement. « Souviens-toi de ce que t'as dit Almac !» L'archimanasis approuva les propos de Kérit, rappelant à son petit-fils qu'il devait se donner le temps nécessaire pour maîtriser cette énergie. Valen y concéda, un peu penaud, reconnaissant que ses proches avaient raison. « Eh ben on va devoir la jouer à l'ancienne. Moi ça me va !» ajouta Talnar en dégainant son épée. « Attendez, avant j'ai quelque chose à faire. Kérit, va chercher l'argire marine se trouvant sur l'étagère. » dit-il en pointant celle-ci du doigt. L'argire marine était une variété d'argire particulièrement rare qui se formait sur le fond marin. De façon très anecdotique, celui-ci se décrochait parfois et était porté par les vagues jusqu'à s'échouer sur le bord d'une plage. Il était toutefois si difficile d'en trouver que c'était un minerai particulièrement onéreux et la plupart des grosses pièces qui pouvaient exister, quoiqu'en nombre très limité, étaient généralement dans un institut de recherche manasique. En conséquence, on savait assez peu de choses sur les effets de cette variété d'argire, dont on ne connaissait qu'une petite partie des applications. Valen reprit. « Calixte, prends Cora dans tes bras. »« Hein ? Mais pourquoi ?» demanda Calixte. « Faites-moi confiance, on n'a pas le temps pour les explications. » Kérit revint avec la gemme d'argire entre les mains. Sa surface polie donnait l'impression d'être faite d'un verre qui brillait d'un superbe bleu irisé. « Désolé grand-père, je sais que c'est quelque chose de rare, mais je vais te donner la justification dont tu as besoin. Kérit, tu vas vider la manasie de cette gemme dans Cora, » fit Valen sur un ton directif. « Comment ça ?» lui demanda son ami qui ne comprenait pas. « Contente-toi de servir de canal. Tu captes la manasie de l'argire et, sans en faire une arcane, tu déverses le tout dans Cora. C'est sans danger pour elle et ça nous servira un jour. » Calixte s'approcha de Kérit en caressant le petit animal, qui s'était aussi rapproché de lui au fil des semaines. Celle-ci frotta son museau contre sa main en ronronnant. « Ça va aller, Cora », la rassura Calixte. Le manasis amateur ôta le porte-gemme qu'Auguste venait de lui offrir, le temps de l'opération, et plaça une main contre Cora, l'argire marine dans l'autre. Le minéral se vida alors de son éclat, tandis que Cora émettait des cris stridents de plaisir de plus en plus forts. Bien que l'heure fût à l'urgence, les réactions du petit animal avaient quelque chose de comique qui fit rire tout le monde et détendit l'atmosphère. Le transfert de cette énergie modifia légèrement l'apparence du familier de Valen, dont le pelage doré avait à présent de beaux reflets bleus irisés, et dont les yeux verts étaient également passés au bleu. L'argire, lui, était devenu gris et totalement opaque, ressemblant à un simple quartz rempli d'impuretés. « J'ignorais qu'on pouvait faire cela avec un Fenril !» s'exclama Auguste dont l'esprit scientifique reprit le dessus. « C'est tout bonnement incroyable !» Valen lui répondit avec un simple sourire, puis prit la gemme d'argire vide. Il s'approcha alors d'une pièce d'armure de Clothar, un gantelet, et posa sa main dessus. C'est alors que la pièce réagit violemment en émettant des éclairs et en vibrant fortement. Tandis que Valen maintenait le gantelet plaqué au sol, la gemme d'argire se mit à briller d'une lumière rose. « Désolé Clothar, mais on en a besoin pour te faire revenir, » murmura Valen. Une fois qu'il eut terminé, il se tourna vers ses amis, l'argire en main. Celle-ci vibrait et émettait un léger grondement sourd. « Grand-père, avec ça, tu devrais pouvoir trouver l'arme de Clothar. Ce n'est plus de l'argire, et aucun manasis ne peut s'en servir, je l'ai scellé. Vois ça comme une boussole. Quand vous retournerez sur les lieux où vous avez trouvé Clothar, utilisez cette pierre. Lorsque vous serez en mer, sa lueur sera au plus bas. Plus vous vous rapprocherez de la partie manquante, et plus elle brillera et vibrera de nouveau. Une fois que vous aurez ramené son arme, brisez la pierre en la jetant au sol ici même, et l'énergie de Clothar retournera dans son gantelet. » Kérit regardait Valen d'un air sombre. Il avait l'impression que celui-ci ne se rendait pas compte que la fusion le changeait de plus en plus. Savoir autant de choses en si peu de temps,
ou encore la façon dont il avait salué Clothar. C'est alors qu'un bruit de fluide et de fracas se fit entendre dans l'escalier. C'était Po, qui n'avait pas pris la peine de revêtir une apparence humanoïde, de retour avec les affaires des fugitifs. Afin de ne faire qu'un seul voyage, il s'était contenté d'adopter la forme la plus efficace qui soit, celle d'une vague de boue. Il posa les affaires au sol, puis s'en écarta pour reprendre ensuite son apparence habituelle. Je déteste prendre cette apparence, je la trouve dégradante, dit-il en replaçant les plis de ses pseudo-vêtements. Mais c'est avec joie que je fais cela pour vous, monsieur, adressa-t-il à Valen. Je te remercie, mon vieux professeur, lui répondit Valen en lui serrant la main. Po esquissa un bref et très léger sourire avant de remettre ses mains derrière son dos et d'arborer l'expression impassible qui lui était propre. Son ancien élève se tourna vers Auguste en renfilant son sac à dos. « Grand-père, trouve l'arme de Clothar, s'il te plaît. Nous reviendrons quand les choses se seront tassées. »« Ne t'inquiète pas, mon petit, » le rassura-t-il en le prenant dans ses bras. « Je mesure parfaitement ce qui est en jeu. » Valen et ses amis le remercièrent, puis s'engagèrent dans l'escalier en colimaçon. Le vieil homme interpella la créature de jet. « Po, et si tu allais accueillir ces messieurs d'Arcadea? Je suis certain qu'ils seront ravis de faire ta connaissance. » sourit-il. « Je vois, monsieur. » acquiesça Po avec un léger rictus au coin des lèvres. « Je m'y rends de ce pas. » La créature se dématérialisa aussitôt dans un tourbillon de poids. L'archimanazis comptait sur l'effet de surprise que provoquait souvent la vision de la peau d'Argir sur ceux qui n'avaient pas connaissance de l'existence de Po. Cela avait la particularité de l'amuser, surtout quand il s'agissait d'indésirables. C'est d'ailleurs pour cette raison que Po assistait parfois le service d'ordre lors d'événements importants sur l'île. Dans l'escalier, le petit groupe avançait rapidement mais prudemment. Leur objectif, gagner une sortie secondaire donnant sur le flanc rocheux de l'île, afin de contourner les limiers de Dartan. Dans les couloirs, ils croisèrent quelques manazis qui reconnurent Valen. Ce dernier les salua de la main, tout en mettant son index sur sa bouche pour leur faire signe de ne rien dire. Cependant, depuis son dernier passage en ces lieux, de nouvelles têtes avaient rejoint les rangs de l'institution. Le groupe ralentit à l'approche d'une intersection, afin de vérifier qu'aucun garde ne les y attendait, mais un jeune apprenti manazis s'alerta de leur présence. « Les intrus sont par ici !» cria-t-il sans savoir de quoi il s'agissait. « Putain, tu pouvais pas fermer ta gueule, du con !» lui lança Kérit. Les 4 amis se remirent à courir, empruntant un dédale de couloirs dans l'espoir d'y semer leurs poursuivants. Les corridors se succédaient et ne se ressemblaient pas. Malgré la difficulté qu'on éprouvait normalement à trouver son chemin en arrivant à l'université, les sbires d'Arcadea parvenaient à maintenir les anciens prospecteurs en haleine. Alors qu'ils approchaient de l'issue, Valen, de plus en plus oppressé par la manasie ambiante, commençait à fatiguer et sentait son cœur se serrer. Il en était de même pour Calix qui subissait le contre-coup de l'intervention de Paraclos. Tandis que Kérit et Talnar couraient à quelques mètres devant eux, 4 miliciens surgirent de leur droite, ce qui sépara le groupe en deux. « Et merde !» s'exclama Talnar en commençant à faire demi-tour. Mais d'autres castes que d'Arcadea arrivèrent en nombre pour faire face aux Jevandéens. « Vous êtes cernés! Inutile de fuir plus longtemps !» leur ordonna l'un d'eux. « On se retrouve dehors! Fuyez !» cria Valen à l'attention de ses 2 amis. Valen et Calix rebroussèrent alors chemin avant de tourner à un autre couloir. Ils profitèrent d'un renfoncement pour se faire plus discrets le temps d'une courte pause. « Où sont-ils passés ?» hurla l'un des soldats. « Je suis persuadé de les avoir vus tourner ici !» Les 2 amis reprirent leur souffle en s'adossant contre le mur, tandis que la troupe emprunta un autre chemin. « Je tiendrai pas !» déclara Valen sur un ton fatigué. « Ça devient trop pesant. » De ses mains sortaient de nouveau de petites étincelles. Cora, qui semblait comprendre la situation, se frotta contre lui. Son pelage doré s'anima et fut parcouru d'un reflet bleu irisé. Gémit-elle en fermant les yeux. « On dirait qu'elle absorbe ton excès d'énergie ?» s'étonna Calixte. « Merci, ma belle. » l'en remercia l'hôte du Malard. « T'es vraiment incroyable. »« Calixte, ça va ? Oui, on peut reprendre la course, mais par où aller ?»
On retourne vers les gars. De leur côté, Talnar et Kirit, guidés par ce dernier, avaient poursuivi leur course vers la sortie donnant sur le flanc rocheux. Celle-ci n'était plus qu'à quelques dizaines de mètres d'eux, mais 4 miliciens et 2 gardes de l'université leur faisaient face. « Halte là !» leur invectiva l'un de leurs ennemis. « Laisse-moi faire !» fit Kirit à Talnar avec détermination. « Quand je te donne le signal, occupe-toi des 4 connards, je m'occupe des 2 autres gus. »« Quel signal ?» grommela le Nordique qui n'attendait que d'en découdre. L'illusionniste ferma les yeux, puis fit entrer en contact l'une des pierres distales du porte-gemme avec l'argile située dans la paume. C'est alors que l'image de Talnar se dupliqua en plusieurs exemplaires, donnant l'impression que le guerrier était partout autour d'eux. « Tu as 5 secondes !» hurla Kirit en s'élançant dans la mêlée. Chacun des avatars de Talnar se mit en mouvement en même temps que l'original. Celui-ci courut puis fendit l'air de son épée avec puissance, assénant un coup d'une violence inouïe aux miliciens. Leur corps fut projeté en l'air, des gerbes de sang jaillirent de leurs abdomens, et ils s'écrasèrent violemment contre le sol. La puissance du coup fut telle que le crâne de l'un d'eux explosa à l'impact contre le mur. Dans le même temps, Kirit avait contourné les avatars de Talnar afin de prendre par surprise les 2 gardes de l'île en les assommant. L'illusion de Kirit se dissipa aussitôt, l'attaque terminée. « Ah ouais, quand même! Faut pas te faire chier, toi !» lança-t-il à Talnar, impressionné par sa performance. « Et encore, je suis un peu rouillé !» dit-il en se tenant l'épaule gauche d'une main tout en la faisant rouler. « Allez, ne traînons pas plus longtemps !» Alors qu'ils s'apprêtaient à franchir la porte pour s'engager sur le chemin escarpé leur faisant traverser les rochers, ils entendirent des bruits de pas derrière eux. Valène et Calixte, accompagnés par Cora, étaient parvenus à échapper à leurs poursuivants. Les 2 amis, épuisés, retrouvèrent espoir en voyant qu'on les avait attendus et que la voie était libre. Mais ces espoirs furent balayés quand une horde d'hommes en livrée noire arrivèrent de part et d'autre, les prenant en tenaille. 2 d'entre eux s'approchèrent par derrière et leur donnèrent un violent coup dans les jambes avec le manche de leur lance, ce qui les fit tomber. Alors qu'ils essayaient douloureusement de se relever, les miliciens les cernèrent pour les tenir en joue. « Allez-y mollo avec le gamin, on nous a ordonné de le ramener entier celui-là », déclara l'un des hommes qui s'avança vers eux. Cora s'interposa en feulant entre Valène et le soldat, qui la frappa également du manche de sa lance. Le petit animal fut brutalement projeté sur le côté. Talnar et Kirit, qui assistaient à la scène, étaient impuissants. Aller à leur secours, c'était l'assurance de se faire capturer compte tenu du nombre, mais pour autant, ils ne se voyaient pas les abandonner. Alors que l'attention de Valène était portée sur Cora, allongée, les yeux mi-clos, celui qui semblait diriger la compagnie d'Artanienne reprit la parole. « La course s'arrête ici. Inutile de résister. » La suite, dans les Arcanes d'Osmund, chapitre 18. Un épisode, ça représente environ 25 heures de travail. Alors, si vous avez aimé celui-ci, je vous invite à le liker, le commenter, le partager, et puis à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi soutenir financièrement mon travail sur patreon.com/NewsMePanda.